Bonjour les amis, vous êtes sur Samuel Chijo Pro. C'est une nouvelle chronique après pas mal de semaines d'absence. Vous connaissez le créneau sur cette page. Partage d'expériences, conseils, mise à niveau, formation des entrepreneurs et des entreprises. Et pour cette nouvelle chronique, laissez-moi vous parler de la vie du sacrifié des chefs d'entreprise. Alors, permettez-moi d'abord d'ouvrir cette chronique avec un propos d'un leader de notre génération très bien connu. J'ai nommé Philippe Simon, que vous connaissez sans doute, que vous suivez sans doute. Et j'ai suivi une de ses vidéos récemment qui m'a inspiré, qui honnêtement m'a inspiré cette chronique et je dois le signaler. Parce que cette histoire, je la connaissais déjà. On est dans le partage d'expérience. Les chroniques, c'est toujours du partage d'expérience. Et il disait dans cette phrase très importante, derrière le confort, derrière la stabilité d'un employé qui vient tous les jours au boulot, taf, rentre et touche son salaire, il y a les sacrifices d'un chef d'entreprise. Il y a les sacrifices d'un employeur, d'un patron, mais que par moment, il ne maîtrise pas. Et pour davantage étayer cela, je vais vous raconter une petite histoire que j'ai la chance de bien connaître personnellement, mais également au travers d'un ami, parce qu'on l'a un peu vécu à deux. Et on se l'a raconté tout récemment. Et avec cette phrase de Philippe que j'ai vue dans la foulée, je me suis dit, il faut partager les expériences, peut-être pour que les gens réalisent à quel point la vie qui semble si enviable des chefs d'entreprise ne l'est pas. Parce que lorsque j'ai dit dans une autre chronique, dans un live, arrêtez de demander de l'argent aux entrepreneurs. Arrêtez de demander des choses, surtout aux jeunes entrepreneurs qui ne sont pas établis, qui ne sont pas des Paul Focam, qui ne sont pas des Tony Elemelo, qui ne sont pas des Baba Dampulo, qui ne sont pas des Dangote, qui essaient à peine de sortir la tête de l'eau. Et vous leur demandez de l'argent, vous leur causez beaucoup de tort. On est dans un schéma où ce n'est pas la dette que les entreprises survivent au Cameroun. On est dans un pays, et je dois le dire vertement, qui accompagne très peu les entrepreneurs, qui soutient très peu les entrepreneurs. Encore plus, les startups, elles sont laissées à elles-mêmes. Je vais vous raconter l'histoire de M. Roger. Je vais l'appeler M. Roger. M. Roger est un entrepreneur de la place ici, même à Yaoundé. C'est une histoire triste. Mais vraiment, accrochez-vous au niveau des émotions. C'est une histoire qui s'est passée à peu près 2 ans. M. Roger est un entrepreneur dans le bâtiment. Et qui dit bâtiment, travaux publics, parle très souvent des marchés publics. Donc, il n'y échappe pas. Il va postuler et remporter un marché énorme, de près de 800 millions. Il va exécuter le marché. Il ne sera pas payé. 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, 5 années, il n'est toujours pas payé. Il faut savoir que dans l'univers des marchés, qu'est-ce que beaucoup de gens font? Ils vont se faire financer par des banques ou des microfinances. Plusieurs banques ou microfinances de la place préfinancent des marchés publics lorsque tu as tous les papiers nickel. Donc c'était son cas. Vous savez que l'État reste une importante garantie, mais il y a des pénalités. Il faut vous dire que 5 ans plus tard, la dette qu'avait déjà ce monsieur sur ce marché au seul prêt de sa banque culminait à près de 283 millions de francs CFA. 283 millions de francs CFA. Mais alors, à bout de souffle, au bout du bout, il finira par solliciter l'audience auprès du ministre compétent qui ordonne les paiements pour les marchés. J'ai envie de dire le grand trésorier de l'État, je vais juste dire ça comme ça. Il est reçu en audience, il explique la situation, il explique l'urgence de vie ou de mort qu'il traverse par rapport à cette situation. Et le ministre le reçoit dans sa doléance. Vise pour qu'il reçoive un acompte de 300 millions, soit un peu plus de 800. Il se dit, bon, c'est déjà ça. Après, tous les 300 couvraient déjà les 280 dépoussières de la banque, qui était son plus gros créancier. Il laisse donc ses coordonnées bancaires au niveau du trésorier payeur et tout. Et il a l'assurance que sur 48 heures, le paiement sera fait. Il se rend donc à sa banque 3-4 jours plus tard, convaincu que le délai de paiement est expiré et donc que le paiement a été réalisé. Il arrive à la banque, il se rend auprès d'une gestionnaire
il veut percevoir quelque chose comme 7 millions, si je me souviens bien. Alors, il avait fait ses calculs. Si on a viré 300 millions et qu'il doit 283 millions à la banque, il y a donc un reliquat de 17 millions. Donc, s'il prend 7 millions pour gérer les charges pressantes, les salaires, calmer les tensions, tenir sa poche, il pourrait laisser un fond de la marmite, n'est-ce pas, passer mon expression dans son compte. Il arrive donc devant la dame au guichet pour s'entendre dire que, vous parlez de quoi? Il dit, non, il y a de l'argent dans mon compte, je veux pouvoir toucher 7 millions. On dit, mais il n'y a rien. Je ne comprends pas. Il dit, non, vérifiez. Vérifiez, je suis censé avoir reçu un acompte de 300 millions de la trésorerie générale. La dame tourne la machine et lui dit, non, moi je ne vois pas 300 millions, je vois 30 millions. Vous avez reçu 30 millions. Et vous savez que ça ne couvre même pas notre dette. Donc on a prélevé aussitôt. En fait, qu'est-ce qui s'était passé? Au moment où il avait vu le ministre et que l'accord avait été donné, on était en fin de mois. Donc lorsqu'on a donné le mois à la trésorerie a renvoyé notre ministre pour dire que ce n'est pas qu'on ne veut pas s'exécuter, mais avec la lourde charge des salaires, 300 millions, vous devez vous rendre compte que ça peut gérer près de 1000 agents. 300 millions, déjà, si on paye les agents 1 million, ça fait 300 agents qu'on peut payer en fin de mois. Et comme on ne paye pas tout le monde 1 million chez nous, on peut toucher facilement 1000 à 1500 agents de l'État avec 300 millions. Donc vous comprenez que c'est un nombre assez important, ça fait beaucoup de foyers. Et le ministre va donc dire, bon, allez, faites-lui 10%, 30 millions, et vous allez verser les 270 millions en différé dans 2 semaines. Ok, puisqu'il y a l'urgence des salaires. Mais lui n'a pas su qu'il y a eu ce changement dans des notes internes entre la trésorerie et le ministre. Donc effectivement, 30 millions ont été versés en acompte dans son compte bancaire. 270 millions devaient être payés dans 2 semaines. Sauf que lui, il vient, il a fait ses calculs et il pense repartir avec 7 millions. Au moment où on retourne la machine et qu'on lui explique qu'il n'y a que 30 millions, il n'avait même plus de carburant pour rentrer. Ça va vous faire rire. Il n'avait plus de carburant pour rentrer. C'est une histoire qui fait couler des larmes. Il est devant la dame. Il est sonné. Il a pris des engagements. Il y a des parents de famille qui l'attendent dehors avec les 7 millions, des salariés qui ont des enfants malades, des enfants opérés, des enfants qui veulent voyager, des femmes enceintes. Il ne sait pas quoi faire. Tout le monde l'attend à l'entreprise, en famille. Il y a même des créanciers, des particuliers qui l'avaient soutenu. Et c'était au bout du bout. Il se dit, il n'a même pas de carburant. Il n'a pas 1000 francs. Il n'a pas de quoi manger. Il n'a rien mis sur la table. Il espérait retirer cet argent pour se relancer. Il va faire un AVC. C'est une histoire qui a eu cours dans une banque qui sert. Il va faire un AVC. Sur place, au guichet, devant la caissière. Il en mourra on the spot, sur le champ. On ne le récupérera pas. Même pas le temps d'arriver aux urgences. Il va mourir sur place. C'était le clap de fin d'une histoire qui n'avait que trop duré pour lui. 5 ans. 5 ans pendant lesquels il a quand même continué à essayer de travailler, malgré des dettes impossibles, de sourire, d'aider des membres de la famille, d'aider du personnel, d'essayer de payer les salaires quand même, payer le loyer, les charges, l'eau, donner quelques prestations ci et là. Mais est-ce qu'on peut se remettre facilement d'une dette de plus de 200 millions au Cameroun? Il ne faut pas rire. L'activité donne d'abord quoi pour s'en remettre facilement? Il va mourir. Ce n'est pas du storytelling, il va mourir. Et le plus drôle ou le plus triste de l'histoire, c'est que lorsque ce monsieur meurt, la première des choses que la banque fait, c'est saisir sa maison. Oui, le promoteur de la société étant parti, elle n'a plus de garantie qu'elle sera remboursée. Il y a de fortes chances pour elle à ce moment que le risque que ce soit réalisé au niveau du prêt. Ce que la banque trouve à faire, c'est qu'aussitôt, elle entame les démarches pour saisir la maison. Vous connaissez les deuils en Afrique, avant que ça n'aille dans tous les sens, la banque estime qu'elle doit préserver ses intérêts. Donc à peine les enfants apprennent le décès de leur papa, l'épouse apprend le décès de son mari, faisant d'elle une veuve, la banque lui fait une notification, mais alors dans les 24 heures, pour lui signifier que ben oui, voilà, ils sont désolés, mais ils ont des intérêts à préserver. Dieu merci, le ministre avait vraiment donné la note. Une semaine plus tard, donc après ce décès, les 270 millions restants vont arriver dans le compte. La trésorerie va bien fonctionner. Pour une fois, j'ai envie de dire chez nous. Et lorsque la banque va recevoir le paiement restant, se rendant compte qu'il n'était pas mensonger dans ses propos,
pour la compte de 300 millions, parce qu'entre les 30 premiers millions et les 270 millions, ça faisait 300. La banque va donc stopper la procédure d'accaparement de la maison, si vous voulez, de confiscation de la maison. Elle va stopper la procédure, elle va prélever ces 283 millions donc, et elle va informer à la famille qu'il y a un 17 millions disponibles qui va servir pour faire son deuil. Pour connaître l'histoire, l'argent va servir à la réalité. Même le personnel n'a plus rien réclamé. On a utilisé cet argent pour faire son deuil et un peu relancer les enfants. Ça arrêtait ainsi l'histoire de M. Roger. Oui, la lumière clignote. N'ayez pas peur, la lumière clignote, ça peut arriver dans les tournages. Parce que je crois que même la lumière est malheureuse. Oui, monsieur Roger est décédé comme ça. L'argent, après 5 ans de bateau, a servi pour son deuil. Les gens ne réalisent pas les sacrifices des chefs d'entreprise. Les gens ne réalisent pas les sacrifices des patrons. On sort tous les matins, on sourit, on a la voiture, on a le chauffeur. Et du coup, tout le monde pense qu'on est très bien. Il n'avait même plus le carburant pour le véhicule. Et moi, je me rappelle un jour, je me suis fait confisquer mon véhicule par Alcomi, une mission de la douane qui traquait les véhicules frauduleusement des douaniers. Donc, j'ai une Venza et mon chauffeur allait laver la voiture. Il est passé quelque part avec Tchanke là. Il s'est fait interpeller. Le véhicule n'avait pas été frauduleusement dédouané, mais il avait été sous-déclaré à la douane. On n'avait pas payé tout ce qu'il fallait. On s'est fait interpeller. On m'a présenté à la commandante de la douane. Et elle a compris que j'avais acheté à quelqu'un et que ce n'était pas de ma faute. Elle m'a fait un avis finalement de près de 2,5 millions. On était en fin de mois. Je me rappelle à l'époque, ça doit être le 4e mois de salaire ici à Jure. Je n'avais jamais connu de retard sur le salaire des employés. À l'époque, la masse salariale culminait dans les 2,5 millions et c'était le tout premier mois de retard. J'ai dû prendre le salaire des employés pour libérer le véhicule. Mais ce que j'ai expliqué à cette dame, c'est qu'il fallait qu'elle m'offre d'abord une sorte de... Il y a une expression technique qui m'échappe là, une sorte de main levée qui est un sursis qu'on te donne pendant 8 jours. Tu continues à utiliser le véhicule, tu présentes ça parce qu'ils retiennent tous les autres papiers, cartes grises et autres. Mais si au bout de 8 jours, tu n'as pas régularisé, si tu présentes encore police, gendarmerie, personne ne va recevoir. On va aussitôt saisir ton véhicule. Et je me rappelle que j'ai dit à cette dame, elle me dit, oui, je vais te faire une main levée, mais est-ce que tu as besoin du véhicule? Je lui dis, mais maman, comment tu penses que je vais trouver 2,5 millions sans ce véhicule? Si là, je sais que j'ai un rendez-vous d'affaires dans lequel je peux faire 2,5 millions, c'est en arrivant avec cette voiture qu'on peut me donner cet argent. Parce que les gens trouvent que les chefs d'entreprise sont prétentieux. Ah, tu as les problèmes, mais tu roules en quoi avec la voiture? Et puis elle m'a regardé, elle a dit, oui, tu as raison, c'est vrai. Après tout, 8 jours pour trouver 2,5 millions, ce n'est pas évident. Si ça peut t'aider. Et au bout de 8 jours, j'avais trouvé les 2,5 millions. Je suis allé payer là, la paierie de la douane en Vormbi. J'ai récupéré les clés de mon véhicule, les dossiers et autres. Et elle-même, elle n'a pas manqué de me saluer, cette commandante-là. Je lui ai dit, ben oui. La vérité, c'est que les gens ne comprennent pas que les affaires ont certains attributs. Ce n'est pas pour se dédouaner. Dont le chef d'entreprise a besoin pour mener à bien la vie de l'entreprise. À un moment donné, malheureusement ou heureusement, c'est comme ça. Mais les gens pensent que c'est pour faire de la prétention. Les gens n'imaginent pas à quel point, derrière le confort de vos pères de famille, qui sont des employés que nous sommes, vivons un sacrifice ultime. Monsieur Roger en est mort, il en a payé le prix, comme avant lui beaucoup d'autres, comme après lui beaucoup d'autres encore. Mais tout ce qu'on demande, c'est que par moment, les uns et les autres soient reconnaissants de cela. Les chefs d'entreprise, ce sont des sacrifiés. Les Amazon, les Facebook, les Google, les montants de dettes que ces gens ont eu pour les levées de fonds qui ont permis d'avoir tous ces produits que vous utilisez avant de pouvoir les rembourser. Vous n'imaginez pas, en millions de dollars, les dettes que ces gens ont eues. Aujourd'hui, il y a des produits référents sur le plan mondial. On les applaudit tous ces grands patrons de la Silicon Valley. On ne sait pas le sacrifice qu'ils ont porté. Souvent pour que Google se développe, pour que les employés puissent travailler, alors que Larry et Sergey avaient des dettes en millions de dollars. La triste vie des chefs d'entreprise. C'est ici que je vais arrêter cette chronique, espérant avoir partagé avec vous un peu de cette petite expérience que j'ai eu à connaître et que je vis moi-même personnellement au quotidien et par laquelle passent tous les chefs d'entreprise, méprisés, moqués, insultés, calomniés, mais après qui on court lorsqu'il y a des semblants de miettes. Et s'ils tentent de ne pas partager avec tout le monde, on les recalomnie à nouveau.
Quelle vie d'esclave, n'est-ce pas? Quelle vie malheureuse, j'ai envie de dire. Je vais donc refermer cette chronique ici, ce partage d'expérience ici. On va se retrouver très bientôt pour une nouvelle chronique avec Samuel. Et à l'occasion de cette chronique, je vais me prêter au jeu des Doudois. Non glacé, le comédien camerounais, qui a interpellé Papa récemment. Et je vais également me livrer à une toute petite interpellation de Papa pour nous les start-upers, les jeunes chefs d'entreprise qui encadront quand même 60 Camerounais au quotidien. Je pense qu'on a aussi notre mot à dire poliment, courtoisément, respectueusement à Papa. On se retrouve donc très bientôt pour cette chronique de Samuel qui va être une interpellation de Papa, mais surtout un mot à dire pour la jeunesse camerounaise. D'ici là, prenez soin de vous.